Alors, 2 secondes. Tac, c'est parti, normalement ça enregistre. Alors, bonjour Sophie Marinopoulos, Bonjour. tu es donc psychologue et psychanalyste, fondatrice des lieux d'accueil Pâte-au-Beurre depuis 1999 à Nantes. Tu es donc auteur de différents ouvrages traitant de la petite enfance et de la parentalité. Tu as rédigé donc récemment un rapport ministériel sur la santé culturelle et artistique de l'enfant. Tu as fait également partie de la commission des mi-jours, donc qui va être bientôt rapportée. Hein. Et aujourd'hui, on est là pour parler donc des effets psychiques du confinement et du déconfinement dans les familles, chez les enfants, les parents et sur la structure familiale. Tout à fait. Alors, donc, tu étais un petit peu, toi, au cœur de tout ça, justement, au travers de la ligne nationale qui a été mise en place pendant le confinement. Et aujourd'hui, avec la réouverture des lieux d'accueil Pâte-au-Beurre à Nantes, vous pouvez observer aussi cet après-coup du vécu psychique des parents et de ce qui raconte aussi des enfants dans leur vécu. Alors, sur la question de la ligne téléphonique, peut-être il est important de rappeler que c'est l'ensemble des accueillants des Pâte-au-Beurre, de tous les espaces Pâte-au-Beurre en France qui ont décidé de se réunir pour pouvoir être présents auprès des parents. C'est vraiment, pour nous, le message le plus important, c'est de dire devenir parent, être parent, ce n'est pas si simple. Ça fait partie des épreuves de la vie, alors avec des moments de grand bonheur, mais aussi des préoccupations qui doivent pouvoir être accompagnées par une société qui prend soin des liens. Donc les psychologues, les psychomotriciens et les psychiatres appartenant à ce réseau d'accueillants des Pâte-au-Beurre se sont rendus disponibles de 9h à 21h tous les jours fériés, pendant les vacances scolaires, de façon à rappeler aux parents et leur dire on est là, nous sommes toujours là pour vous, avec vous, vous pouvez compter sur nous. Et nous avons bien fait de nous mettre à leur service une fois encore, puisqu'on a eu des centaines et des centaines d'appels de familles qui soit nous connaissaient, soit nous découvraient au détour d'une information médiatique pour nous faire partager eh bien, comment ce moment de confinement les a bousculés dans leurs repères habituels. Et il y a eu des moments extrêmement tendus, des relations très frontales, parents-enfants, dans cette promiscuité. Il faut savoir que le mouvement le plus harmonieux pour une famille, mais pour un humain, c'est de pouvoir compter sur l'autre, être avec les autres. Être en vie, c'est être avec, c'est les premières expériences de vie, c'est celle-là, c'est être traversé par une rencontre et naître à soi-même et naître à l'altérité, mais à la condition aussi qu'il y ait des temps de séparation. C'est ce mouvement de séparation et de retrouvailles qui fait la qualité des relations humaines. Et là, pendant le confinement, mais ça n'a pas été possible. Et beaucoup de familles, beaucoup de parents, beaucoup d'enfants nous ont parlé de cet affrontement permanent, de ce regard trop soutenu et de cette difficulté à trouver un espace personnel et intime. Donc déjà, la famille a été à l'épreuve par cette condition de confinement. Ce n'est pas la seule, mais c'en est une. D'accord, donc vous avez eu, hein, j'ai vu, 660 heures d'appel donc durant le confinement, avec des situations donc parfois extrêmes. Hein. Ce que j'ai pu observer, moi de mon côté, en tant que psychologue, c'est aussi peut-être justement dans cette cloche que fut le confinement, c'est peut-être des effets aussi de fusion, justement, où on était en dehors du monde, donc on se retrouvait un petit peu d'une manière fusionnelle, une promiscuité, mais pas justement qui générait l'étouffement, mais plutôt une forme de régression où les enfants, les parents se serraient les uns les autres. Et c'est vrai que cette cloche qui s'ouvre petit à petit, hein, les enfants retournent à l'école, réopère un petit peu ce système de séparation aussi chez certains enfants et chez certains parents. Oui, alors en effet, de ne pas pouvoir échapper a été une douleur. Et puis à l'inverse, c'est important de le rappeler,
certains y ont trouvé leur compte, de pouvoir se placer dans l'illusion que la famille était un grand tout. Et on y perdait son individuation finalement. Hein. Mais dans l'un ou dans l'autre cas, on est dans une juste distance qui n'est pas trouvée. Trop près ou trop loin, trop ensemble ou pas ensemble, c'est des mouvements qui ont été compliqués pour l'ensemble de la famille. Alors, pour celles qui ont vécu dans cette idée que le confinement, au final, pouvait opérer une famille unie, et qui disait unie, disait ensemble, tout le temps. Hein. Notre jeu de cartes rappelle qu'on peut être ensemble, mais pas tout le temps. Je fais un petit clin d'œil au jeu de cette famille des pâtes au beurre qui a été fait par des professionnels, par nous, les professionnels des pâtes au beurre. Eh bien, le moment du déconfinement est venu évidemment mettre un temps d'arrêt à cette illusion d'un grand tout. Et que l'annonce même du déconfinement a été en soi un bouleversement, a été en soi un nouveau choc. Et ce qui n'était visiblement pas attendu, c'est l'angoisse qu'allait susciter l'annonce du déconfinement, l'annonce de la séparation. Et l'annonce de la séparation qui n'a pas été vue comme la reprise peut-être d'une activité quasi normale, en mettant normal entre guillemets, mais qui a été vécue psychiquement comme un haut risque de perte. Donc la séparation n'était plus associée au manque, mais la séparation était associée à la perte. Si je le perds de vue, il va disparaître, et c'est toute la question mortifère qui apparaît, qui est bien sûr toute la construction psychique d'un tout petit, qui va faire des jeux extraordinaires et tellement pertinents pour justement permettre de garder l'autre en lui, se le représenter, c'est ce qui va lui permettre d'être seul, hein, c'est de pouvoir représenter les autres à l'intérieur de lui-même. Eh bien ça, tout d'un coup, quid de ce mouvement psychique, l'angoisse a pris le dessus, et le sentiment de perte était omniprésent. D'ailleurs, s'en est suivi par la suite, dans la reprise de l'école, un absentéisme majeur des enfants à l'école. Les enfants n'ont pas été à l'école. Hein, ils n'ont pas été à l'école parce que les parents ne les ont pas mis à l'école, et que bien sûr, ce mouvement est tout à fait inavoué, mais l'angoisse a provoqué des sentiments de perte. D'ailleurs, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que même dans le milieu rural, où les écoles présentent des capacités d'accueil différentes que les écoles urbaines, hein, puisqu'il y a plus d'espace, parce qu'il y a plus d'espace extérieur, parce que la question de la distanciation sociale pouvait se faire avec beaucoup plus de facilité. Ben, j'ai observé que finalement, les écoles étaient elles aussi avec 2, 3, 4 élèves au lieu d'une vingtaine. Hein, donc, il y a vraiment eu un mouvement général. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit qu'un mouvement régressif. Je pense qu'il y a eu véritablement une angoisse qui s'est mise à l'œuvre. Un mouvement général d'un impossible, un refus de saut, hein, vraiment, quelque chose qui n'a pas pu se mettre en place. Chez les jeunes enfants, c'est vrai que le discours était un petit peu justement, vous pouvez être porteur de quelque chose d'invisible qui peut tuer les aînés, qui peut tuer vos grands-parents. C'est vrai que tant qu'on était sous cloche, l'idée de la mort planait à l'extérieur, et c'est vrai d'ouvrir petit à petit la cloche vers l'école, hein, qui est donc l'extérieur, qui vient rompre avec ce milieu confiné, réveille un petit peu cette angoisse aussi de transmettre la mort, ou de recevoir la mort, ou de recevoir quelque chose d'invisible étant inquiétant. Les enfants, justement, moi que je reçois en libéral, m'expriment beaucoup cette idée de la mort qu'on ne voit pas, qui peut être, ou la maladie, enfin, qui peut traîner à tous les coins de rue. Des fois transposée aussi par un discours parental, qui justement, eux aussi, sont très angoissés, et effectivement refuse de ramener l'enfant à l'école, parce que justement c'est un lieu où peut être véhiculé toutes ces choses invisibles qui peuvent être menaçantes. En tous les cas, la question du coronavirus pour l'enfant n'est pas le coronavirus des scientifiques. Ils ont leur coronavirus. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup appelé à ce que l'on puisse accueillir les enfants dans cette période de
confinement et donc de ce temps de déconfinement, à pouvoir aller du côté de l'expression, du récit, soutenir le récit de l'enfant dans ce qu'il a traversé, dans ce qu'il a vécu, qui nous parle de son coronavirus, qu'il a peut-être vu un peu partout, qu'il a peut-être trouvé envahissant, qu'il a peut-être trouvé dans son assiette, qu'il a peut-être trouvé sous son lit, qu'il a peut-être trouvé dans son doudou, ou bien tout simplement le coronavirus, c'est peut-être une petite bête qui transforme son papa et sa maman en gens complètement énervés ou insupportables, au point qu'il ne les a pas reconnus. Le coronavirus des enfants est absolument fondamental à comprendre pour pouvoir de nouveau les mettre en route, en selle, pour qu'ils reprennent leur activité scolaire, leur activité de loisirs. Et si on ne veut pas prendre le temps, parce que le temps est une vraie question aujourd'hui, si on ne veut pas prendre le temps de leur laisser l'espace de l'expression, et qu'on veut simplement être dans une logique de rattrapage scolaire, de surtout terminer le programme dans les 15 jours qui nous restent, eh bien on a tout faux. Et on est à haut risque de voir le coronavirus, celui des enfants, continuer à s'exprimer à notre insu. Ça fera du symptôme, ça fera de la phobie, ça fera de l'angoisse, ça fera des troubles de l'humeur, ça peut faire des troubles du comportement. On n'a pas de boule de cristal, on n'est pas en train de prédire, on dit simplement que le genre humain a besoin d'exprimer ce qu'il ressent au plus profond de son être pour pouvoir s'apaiser et s'engager de nouveau vers quelque chose de vital, dans des élans vitaux. Donc, ça va être un véritable pari, ça va être un défi pour notre société moderne qui vit dans la dictature de l'instant et où tout doit être rentable et tout doit se faire très vite et où on ne supporte pas d'attendre, on sait bien qu'on ne supporte pas la frustration, hein, et où la sublimation a disparu de nos mécanismes psychiques. La dimension créative que nous apporte cette dimension sublimatoire, on ne la voit plus beaucoup dans nos capacités à vivre ensemble. Donc ça va être, on est face à un défi dans le post-confinement, le défi de comment on est capable de prendre en compte la santé de nos relations, la santé de nos liens. Évidemment, c'était tout le sujet du rapport que j'ai remis au ministre de la Culture en parlant de santé culturelle pour nouveau mot pour un nouveau monde, hein, c'est-à-dire que la santé, elle n'est pas réservée au corps, loin de là. La santé culturelle, c'est la santé des relations avec soi-même, avec les autres, avec l'environnement, c'est véritablement ce qui construit l'équilibre. Et aujourd'hui, on a été mis à mal dans nos relations humaines pour tout ce qu'on vient de se dire et qu'il va falloir qu'on prenne beaucoup de temps. Le temps va être notre allié, c'est pas un ennemi, le temps c'est un allié, surtout pour le psychisme, pour que chacun retrouve sa juste place et qu'on puisse vivre dans la juste distance. Quelque chose qui illustre bien justement ce que tu dis, c'est j'ai observé devant une école justement le fait que les parents ne puissent pas rentrer dans l'école. Ça devait être un enfant de maternelle qui a été un petit peu arraché par la maîtresse pour le rentrer dans l'école, mais sans cet espace un petit peu, ce sas intermédiaire où normalement justement le parent accompagne l'enfant jusqu'à la classe et ça se fait en douceur. Là, c'était un petit peu devant le portillon de l'école, cet arrachage qui m'a secoué, mais en même temps, bon, ce sont aussi des consignes qu'on a données, hein, de ne pas laisser rentrer les parents dans l'école. Effectivement, il y a aujourd'hui ce lien, ces liens qui sont peut-être à réinventer aussi, parce que ça, je pense qu'on va aussi essayer de mettre du sens sur ce qui nous est arrivé, sur ce qui nous a secoué, et peut-être que ça va être aussi l'occasion pour certains de réfléchir, d'inventer, peut-être avec l'aide justement aussi de tiers. Oui, alors je pense que le travail est immense et il est immense pour nous, les psychologues, puisque nous sommes des spécialistes des relations humaines, nous les écoutons tout au long de la journée, on en a
On en a fait évidemment un travail de réflexion. Notre expérience est une expertise et on a des messages absolument fondamentaux à faire passer qui sont beaucoup plus utiles aujourd'hui qu'hier dans notre société qui ne veut pas entendre parler de l'irrationnel, qui ne veut pas entendre parler de tout ce qui échappe, de tout ce qu'on ne comprend pas, qui ne veut pas entendre parler de la manière dont les enfants se construisent dans leur tête. On voit bien que la reprise sanitaire qu'on nous a proposée pour ce coronavirus est une reprise purement médicale. La distanciation sociale a totalement effacé le générationnel. On n'a pas su accompagner nos bébés, on n'a pas su accompagner nos personnes âgées, on n'a pas su accompagner tous ceux qui souffrent et qui sont en difficulté. On les a mis à distance. C'est-à-dire que la distanciation sociale est devenue un retrait social, est devenue un isolement. Je pense qu'il faut voir, moi, comme toi, j'ai assisté à des transmissions de bébés chez leur assistante maternelle. Au secours. Au secours, c'est vraiment nier la vie psychique d'un bébé qui était tendu à bout de bras par son parent, avec consigne des vêtements très rapides à enlever de manière à ce que l'assistante maternelle puisse le déshabiller très 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 vite et le rhabiller très 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 vite, ce qui est extrêmement inquiétant sur la manière dont cet enfant va être changé, dont on va lui parler, tous ces moments qui font sa vie, tous ces moments où il construit sa vie psychique, où il reçoit le monde, où il l'interprète, où il lui donne du sens. Donc proposer à un bébé du non-sens dès les premiers mois de sa vie, ça m'inquiète particulièrement en tant que spécialiste de la famille et des relations humaines. Donc on a des messages forts, nous, à faire passer pour parler du corps psychique. Par exemple, ce qui m'a beaucoup marqué pendant cette période de confinement, c'est qu'au final, les plus touchés sont les tout petits, les bébés. Parce que les bébés, ils n'ont plus vu de bébés. Les grands, ils ont pris WhatsApp, ils ont appelé leurs copains, les ados, ils ont trouvé. Les bébés, ils n'ont vu plus personne. Ils ne voyaient plus leur assistante maternelle, ils ne voyaient plus leur éducatrice de jeunes enfants et ils ne voyaient plus les bébés du groupe dans lesquels ils étaient. Ni même, alors même si vous êtes gardé seul par une assistante maternelle, vous allez dans des parcs, vous voyez des bébés. Eux, ils n'ont vu plus personne et je me suis posé la question de qu'est-ce qui se passait pour eux dans ce monde qui était devenu exclusivement adulte, où les bébés avaient disparu. Qu'est-ce qu'ils en ont construit, qu'est-ce qu'ils en ont perçu? En tous les cas, une chose est sûre, c'est que de très jeunes parents nous ont beaucoup parlé de leurs difficultés avec leurs bébés, des bébés qui pleuraient beaucoup, des bébés qui ne comprenaient pas ou plus, des bébés qui mangeaient mal, qui dormaient mal, qui se réveillaient beaucoup. Voilà, donc certaines des manifestations de la toute petite enfance que nous connaissons bien, nous, qui viennent parler de l'état psychique des tout petits et qui montrent qu'ils ont été impactés par cette situation. Et on n'en a pas beaucoup parlé au final, sans doute parce qu'ils ne parlent pas. Hein, et qui ne nous ont pas dit « Oh, mes copains me manquent hein, ». Ils n'étaient pas en mesure de nous le dire. Mais ces tout petits-là ont vécu quelque chose auquel on doit essayer de mettre un petit peu de représentation. Bien sûr, sachant que l'assistante maternelle, la crèche, les autres enfants, les autres adultes sont des tiers un peu qui viennent aussi aider à rompre un peu et à grandir avec la cellule familiale et aussi finalement ces enfants, ces bébés qu'on a tendance à croire, à se dire qu'ils ne se souviendront pas, qu'ils ne pensent pas, sont affectés aussi par les angoisses parentales, là où les parents n'avaient aucune information, entendaient des discours contradictoires, ne savaient pas quand ça allait se terminer. Finalement, cette angoisse aussi qui a été vécue par les parents s'est transmise, mais là à des jeunes enfants, à des bébés qui, eux, n'ont pas l'appareil à penser permettant ce recul que l'adulte, lui, peut avoir. Donc, je pense qu'ils ont été pris aussi dans cette cloche et dans ce système d'angoisse sans mots. Tout à fait, d'autant que nous savons bien, bon, alors le corps est pensé et la pensée est corporelle. Hein, un bébé va faire émerger son appareil à penser dans le lien à l'autre et en
en agissant son corps, hein, son corps traversé par l'autre, son corps en relation. Hein, donc on sait bien à quel point c'est important pour lui de faire des expériences de rencontres, et surtout pour ça, de pouvoir bénéficier de l'appui de l'appareil à penser de celui qui le pense, c'est-à-dire son parent. Et qu'un parent inquiet est un parent qui ne pense pas beaucoup son enfant, puisqu'il est totalement pris, totalement préoccupé. On pourrait relier tout ça aux grands travaux sur la dépression maternelle, qui a montré à quel point une maman dépressive devenait un automate, et elle donnait son biberon à son enfant en temps et en heure, mais elle était totalement vide psychiquement. Et ce bébé vivait des agonies terribles dans des vécus d'effondrement interne qu'on ne voit pas, hein, puisque la vie psychique ne se voit pas. C'est-à-dire qu'il était porté physiquement, mais pas porté psychiquement. Et que quand on ne porte pas psychiquement, les enfants manifestent. Ils manifestent leur mal-être. Alors, soit dans un repli total, ils se font oublier, et ça nous inquiète énormément, soit dans des manifestations somatiques, psychiques, d'humeur, de comportement. C'est ce qui s'est joué pendant cette période de confinement. C'est pour ça que je pense que nous pouvons mesurer sur une échelle de 1 à 10 le taux d'angoisse des parents par la description de la somatisation des tout-petits. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont manqué d'un bout de leurs parents, qui ne pouvaient pas faire autrement. Hein, la question n'est pas là. C'est juste que c'est de ça dont doit être fait le post-Covid, c'est-à-dire la prise en compte de ce qui s'est passé, de ce qui s'est joué dans la tête de chacun, et bien sûr, puisque nous parlons de la famille et c'est notre spécialité, tout particulièrement dans la tête des pères et des mères, parce que les bébés, les enfants en général et les tout-petits, en ont été évidemment habités, ils ont été pris dans cette atmosphère. Et ça, on ne peut pas l'évacuer. Moi, j'ai lu un article de Libé qui m'a beaucoup énervée, sur la question est-ce que nos enfants vont bien. Donc, ils sont immédiatement répondu oui. On ne laisse surtout pas d'espace de pensée, hein, parce que ça ferait trop mal. Donc, nos enfants vont bien, la preuve. Regardez-les dans leur petit carré qu'on avait dessiné au sol dans les cours d'école. Ils sourient. Voilà. Le sourire comme expression d'un bien-être. Moi, je l'ai entendu toute ma vie. Ça va faire bientôt 40 ans que je travaille. Quand on a à court d'arguments, et surtout quand on ne veut pas penser l'enfant, c'est trop compliqué, il y a trop de complexité, eh bien on dit il sourit donc il va bien. Donc les enfants maltraités sourient beaucoup, il faut le savoir. Les enfants battus par leurs parents sourient. J'ai des souvenirs d'enfants qui arrivaient à ma consultation avec un grand sourire, ça va bien, très bien, hein, et ils avaient une clavicule cassée, hein, par les coups qu'ils avaient reçus. Voilà. Donc j'ai assisté à des situations de transfert d'enfants d'Haïti pour des adoptions sauvages dans un aéroport à Paris, dans la période des drames à Haïti. Les enfants souriaient. Voilà. Donc on ne veut voir que ça. On ne veut pas entendre autre chose. Comme si c'était un indice de bien-être, ce sourire qui, bien sûr, vient masquer souvent beaucoup de choses. Hein. Rationnel, rationnel. Je vois un sourire, donc ça va bien. Ça me rassure, moi aussi. Je ne vois pas ce qu'il y a derrière. Voilà. Donc, tu as écrit pendant le confinement et jusqu'à aujourd'hui donc 3 opus, hein, le virus à 2 têtes étant le premier, il me semble. Voilà, alors c'est toujours le virus à 2 têtes, mais qui est décliné. Il est décliné pour la famille confinée, pour la famille déconfinée et pour la famille post-Covid-19, où j'évoque ce qu'on vient de partager, hein, sur cette période du confinement, avec les enjeux qu'il y a eu pendant le confinement, les angoisses qui se sont démultipliées au moment du déconfinement, et des propositions de prendre soin de nos enfants dans ce retour à l'école, avec ce que j'évoquais sur le besoin de mettre en place des récits sur leur coronavirus,
et puis aussi bien sûr dans la famille. Et puis maintenant va sortir à la fin de la semaine le post-Covid-19. C'est toujours le virus à deux têtes, mais pour la famille post-Covid-19, avec un petit peu, bien, qu'est-ce qu'elle va nous dire cette famille? Qu'est-ce qu'elle va nous apprendre? Puisque l'enseignement est là, elle est dans les mots des parents et des enfants. Et nous, ce qu'on observe, bien sûr, d'emblée déjà aujourd'hui, c'est à la fois le fait qu'ils ont été malmenés par le confinement et le déconfinement, ça c'est une réalité, que leur mal-être n'est pas toujours reconnu ou entendu, qu'on a beaucoup ciblé la dimension médicale, mais pas du tout le psychisme, et que l'enjeu pour la famille post-Covid-19, c'est comment nous allons savoir écouter la famille. Comment on va faire et qu'est-ce que la famille va nous dire? Il y a un point central, me semble-t-il, aujourd'hui, que j'évoque, c'est que cette famille est en train de nous dire qu'elle veut absolument ne plus perdre de sens dans sa vie. Il y a beaucoup de parents qui ont perdu un petit peu le sens des choses, ils travaillaient énormément, ils prenaient le temps de rien, ils ne voyaient jamais leurs enfants, ils ne les voyaient pas grandir, ils ne savaient même pas ce qu'ils faisaient à l'école, ils ne savaient même plus s'ils aimaient leur travail. Voilà. Et j'ai le sentiment que cette famille, un peu meurtrie, a des choses à nous dire sur plus jamais ça, plus jamais comme avant. Euh, euh, Tant dans la question du temps que dans la question du travail, que dans la question du rapport à la vie familiale en tant que telle, en ce qui la constitue, euh, comme quelque chose d'un besoin maintenant de faire le tri, en fait. Une famille qui va trier. Et alors, ce que j'espère, ce que j'aborde, c'est qu'elle va trier et qu'elle va être, j'ai presque envie de dire, force de proposition politique et qu'elle va porter son désir jusqu'au gouvernement en disant ah non, 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 moi je veux plus de congé maternité qui dure 2 mois et demi. Moi je me rends compte à quel point c'est important de passer du temps avec mon petit, avec mes enfants, etc. Ou non, moi je ne veux plus travailler sans limite, je ne veux plus être dévouée corps et âme. Moi je ne veux plus de ville aussi peu accueillante pour mes enfants ou pour l'ensemble des citoyens, hein, que ce soit, parce que si on pense poussette, on pense fauteuil roulant, on pense handicap, on pense donc, voilà, je ne veux plus vivre dans ces villes-là, je veux plus de nature, etc. Je pense que cette famille post-Covid va vouloir donner du sens et en particulier aussi se concentrer sur cette planète qu'elle habite. C'est une famille qui commence à dire oh mais non, mais finalement pendant 2 mois et demi, j'ai rien acheté, j'étais très bien. Peut-être qu'elle va re-questionner la consommation. Peut-être qu'elle va re-questionner son mode de transport. Est-ce que la voiture est toujours utile? Est-ce que les vacances à l'étranger, les week-ends à droite à gauche, est-ce qu'ils sont utiles? euh, et est-ce que c'est des bienfaits pour notre planète aussi? Voilà, c'est une famille qui est en train, et c'est pas une question de bobo, hein, c'est vraiment une famille qui est en train de questionner. Je veux un parc pour mon enfant pas loin de chez moi, donc je veux de la verdure, etc. Donc, Ça me fait sourire, juste une petite anecdote, c'est que pendant le confinement, avec mes enfants, les achats principaux que nous avons faits, ce sont des vélos, un poulailler, des poules et un potager. Donc, ouais, justement, on avait envie de, voilà, de pouvoir formidable. de se promener, se déplacer en vélo, de cultiver nos plantes et d'avoir nos chez nous. Et là-dessus, tu vois, dans les exemples très concrets des témoignages, mais ils ne sont pas simplement avec nos patients, c'est aussi avec nos proches. Quand on leur demande comment ça a été, comment ça s'est passé, la réponse est, pour moi, j'ai vraiment pas à me plaindre, j'avais un jardin. Ou bien, j'ai vraiment pas à me plaindre, j'avais la rivière juste en bas de chez moi. J'ai vraiment pas à me plaindre, j'avais un grand balcon et en fait, ben, je me suis occupée de mes fleurs. Voilà. C'est-à-dire qu'on voit à quel point, ce qui n'est pas une prise de conscience habituelle, la nature a été une ressource et véritablement une amie pour passer cette épreuve, véritablement. Et ceux qui ont le plus souffert,
c'est pas simplement la question de la taille de l'habitat, c'est le fait de n'avoir aucun accès à cet environnement naturel. Et je pense que vraiment, je ne vais pas dire 100%, mais en général, les témoignages sont ceux-là, des familles, des amis, des proches, des professionnels, des collègues. C'est vrai que l'art de la contemplation particulièrement de la nature, justement, s'est réveillé chez certaines personnes par rapport justement à l'idée de l'ordre du primordial, hein, le savoir observer, le savoir déguster, le savoir connaître. Et c'est vrai qu'effectivement, de manquer de cette verdure, de cette nature autour de nous, a pu être vraiment quelque chose qui a rajouté de la grisaille, je pense. Mais c'est quelque chose qu'on ne fait pas, qu'on ne fait plus. On ne supporte pas la frustration. Il faut vraiment un champ opératoire immédiat à tous nos désirs. Il faut véritablement qu'on puisse réaliser dans l'immédiateté. Évidemment, j'évoquais la question de la sublimation tout à l'heure, n'est plus à l'œuvre. Se poser, regarder, imaginer, s'ennuyer, prendre un livre, lire quelques pages, le reposer, regarder dehors, etc. Tout ça ne fait pas partie de la manière de vivre. C'est pour ça que on est ressorti vivant de cette épreuve et beaucoup ont fait cette expérience. Par exemple, de l'ennui, sans pouvoir mettre quelque chose dedans. Donc au départ, un ennui lourd à supporter. Et puis petit à petit, cet ennui a habité le temps. Et chacun y a mis quelque chose. Donc ça, c'est une expérience de vie concrète, claire, qui est totalement à l'opposé de ce que chacun vivait avant et qui, je pense, va faire trace. D'où l'idée qu'il va y avoir une transformation dans la manière de vivre ensemble et dans la manière d'attendre des décideurs politiques quelque chose qui peut correspondre un peu plus à ces enjeux, en fait, ces enjeux de temps au final. C'est vrai que cet ennui a mené aussi certaines familles, bien sûr, à être dans la surconsommation d'écran, par exemple, chez les enfants, chez les adultes. C'était aussi quelque chose, justement, là où on ne supporte pas l'ennui, on ne supporte pas le manque et l'écran vient toujours gaver, remplir. Il ne laisse pas cette place-là, justement. Là, moi, je me tourne vers mon jardin à regarder dehors les fleurs qui poussent. Et je pense que chacun va faire à sa manière, mais c'est une note d'espoir qui peut permettre de penser une manière de vivre les choses autrement, les liens autrement. On espère que ça va pouvoir aller dans ce sens. Peut-être pour rappel, suite à la ligne nationale qui a été mise en place, aujourd'hui, vous avez mis en place donc, les pâtes au beurre, le fil des pâtes au beurre. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Oui, après cette expérience de présence téléphonique, on a éprouvé le besoin, d'abord pour nous, les équipes, c'est très important de se sentir bien les uns avec les autres. On a trouvé très intéressant au final de travailler ensemble, chacun dans nos espaces, et de faire des liens de pensée, des liens cliniques, pour utiliser notre vocabulaire. Et donc, on a décidé de poursuivre, et aussi parce qu'on a vu tout l'intérêt pour les familles d'avoir des espaces téléphoniques aussi, qu'il y a chacun dans nos villes. Nous avons des temps d'accueil, on est présent, nous sommes dans nos cuisines respectives, et que ça c'est fondamental, et c'est premier et c'est nécessaire. Le téléphone ne remplacera jamais la présence, mais on s'est dit, complétons avec 2 créneaux d'accueil, le lundi matin et le vendredi midi, entre 12h et 14h. Le lundi matin, c'est j'ai un petit truc, c'est 9h, 11h, voilà. Sur un téléphone donc national qui est le 02 40 16 90 50, où les parents de la France entière peuvent nous appeler. Soit ils viennent nous voir dans nos lieux, dans les villes où nous existons, et je leur recommande d'aller sur notre site pour voir où est-ce que nous sommes installés, soit ils nous appellent sur ce numéro.
Donc, c'est important, justement, on reste présent sur le national. C'est vrai qu'il y a des antennes maintenant un petit peu partout hein, et qui se reproduisent. Hein. Oui. Quelle ville, là, justement, possède un accueil pâte au beurre Alors, donc là, moi, je parle de Nantes, où on a aussi une antenne à Carquefou, donc Nantes et Carquefou. Tu es sur Vannes, donc Vannes, Ploërmel. Il y a aussi sur Boulogne-Billancourt, près de Paris. Il y a à Paris même. Il y a à Narbonne. Il y a à Poitiers-Bruxerolles. Et il y a Uzès, la ville d'Uzès, dans le Gard. Et nous allons ouvrir à Bruxelles en septembre. Et nous allons ouvrir à Montpellier et Grenoble en janvier, avec des très jolis projets, et également Avignon. Ah, bah, dis donc, ça Voilà. pousse partout. Hein. Ça pousse. D'accord, donc pour l'association qui a maintenant 21 ans, presque, Voilà. hein, sa 21e année en tout cas, les pâtes au beurre, qui est née à Nantes. Voilà. Sophie Marinopoulos, je te remercie pour cet entretien merveilleux. Hein. Merci à toi. On aura peut-être l'occasion de refaire justement un après-coup, hein, parce que je pense que l'après-coup n'est pas terminé. On est encore Oui. d'autres choses à dire à la rentrée, en septembre, des choses qui émergeront. Parfait. Avec plaisir. Voilà, je te remercie. Merci À à bientôt. toi. Au revoir. Au revoir. Attends, je couperai après, j'ai un enregistrement.